L'univers insondable du ventre maternel dissimule des merveilles de l'évolution. Et pourtant, même dans ces entrailles apparemment protégées, 1000 dangers guettent ces vies. Et seules les plus ingénieuses adaptations pourront les sauver. Nous allons pour la première fois suivre l'incroyable périple effectué par 4 représentants de la faune sauvage, de leur conception à leur naissance. Le requin. Ces embryons cannibales doivent dévorer leurs propres frères pour survivre. Le manchot empereur. Avant même d'éclore, ces poussins doivent affronter les températures les plus froides de la planète. Le kangourou. À peine ébauché, son petit doit endurer une naissance extrêmement prématurée. Et la guêpe parasite. Ces larves doivent envahir et squatter le corps d'une autre créature. Des technologies de pointe vont donner vie à ces histoires. Des images inédites nous conduisent dans la poche d'un kangourou. Et pour la toute première fois, une échographie nous dévoile les mystères dissimulés au sein de la matrice d'un requin. Des modèles et des animations informatiques d'une précision scientifique nous révèlent les mystères de la vie prénatale. Voici l'histoire des embryogénèses de 4 créatures sauvages. Ces 4 animaux ont mis au point des stratégies littéralement extraordinaires pour garder en vie leur progéniture en puissance. Les solutions employées sont parfois impitoyables, parfois élégantes, parfois altruistes, parfois brutales. Mais ces histoires exceptionnelles prouvent avant tout qu'en dépit des obstacles, la vie trouve toujours une issue. Lors de la conception, ce sont les parents qui sont mis à l'épreuve. Ils doivent envers et contre tout produire un œuf fécondé et fournir un refuge à leur petit jusqu'à sa naissance. Pour les requins agressifs tels que ceux-là, l'accouplement est souvent une lutte des sexes. Leurs préliminaires amoureux sont à déconseiller aux petites natures. Les femelles ont littéralement le cuir plus dur que leur partenaire, uniquement pour en sortir saines et sauves. D'un point de vue morphologique, le mâle n'a pas de pénis. Il pénètre la femelle à l'aide de l'un des 2 ptérygopodes situés sous son abdomen. Son plus grand obstacle est l'environnement liquide. Son sperme pourrait tout bonnement être emporté par les eaux. C'est pourquoi il a mis au point une solution à ce problème. Des balles de sperme. Le requin mâle décharge des boules poisseuses de protéines sucrées dans des sacs remplis d'eau et situés à la base de ces ptérygopodes. Ils ont chacun la taille d'un plomb de fusil et contiennent des milliers de spermatozoïdes en sommeil. Lorsqu'ils s'accouplent, les sacs se contractent et se propulsent dans la femelle. Les balles protègent leurs inestimables passagers.
Elles se dissolvent dans l'appareil reproducteur de la femelle et les spermatozoïdes se réveillent. Et c'est désormais chacun pour soi. Dans le sprint final, ils rivalisent non seulement entre eux, mais avec les spermatozoïdes de mâles rivaux. En effet, chez les requins, la reproduction peut être une activité de groupe. Disposer du sperme de différents mâles est un avantage pour la femelle. C'est ce qui lui permet d'optimiser la diversité génétique de sa progéniture. Voici une femelle requin citron, de plus de 2 mètres de long, qui s'est récemment accouplée. Dans sa matrice, s'entassent 14 œufs de la taille d'une balle de golf, tous fécondés par le sperme de différents mâles. Leur mère a survécu à la violence de ces accouplements. Et ces petits, à l'état embryonnaire, entreprennent un extraordinaire périple de 12 mois. Ils seront bientôt confrontés à des dangers extrêmes. C'est l'automne dans l'Antarctique. La température est de moins 20 degrés centigrades et chute chaque jour. Le manchot empereur est confronté à un problème. La couche de glace de la banquise est trop instable pour nicher. Alors les manchots doivent migrer à l'intérieur des terres dans le froid. Une semaine de marche épuisante de 100 km vers la terre ferme. Ces oiseaux marins d'1 mètre de haut doivent pondre des œufs pour se reproduire. Mais dans les terribles conditions climatiques de l'Antarctique, les couver pour assurer leur survie est un défi d'une importance capitale. L'extraordinaire histoire de l'œuf débute dès l'accouplement. Et c'est cet œuf qui va nourrir et protéger le poussin pendant toute son évolution. Il est donc fondamental. Avant d'être fécondé, un ovule humain est microscopique. Celui du manchot a pratiquement la taille d'une balle de ping-pong. Il contient déjà 64 jours d'une riche substance nutritive vitale, le vitellus riche en graisse. Pour l'aider à se déplacer, des milliers de petits filaments, appelés franges, le poussent en direction du spermatozoïde. Chez les humains et les autres mammifères, c'est le spermatozoïde qui détermine le sexe de l'embryon. Chacun d'entre eux possède un chromosome X ou Y. X pour le sexe féminin, Y pour le sexe masculin. Ce n'est pas le cas chez les oiseaux. Les biologistes estiment que ce sont les chromosomes de l'ovule qui déterminent le sexe du poussin. L'ovule du manchot a beau être énorme, le spermatozoïde ne peut néanmoins y pénétrer que par un seul point. Une minuscule tache de couleur pâle qui contient le noyau. Seuls les spermatozoïdes qui heurtent cette cible peuvent percer la membrane protectrice de l'ovule. Et un seul d'entre eux va fusionner avec le noyau. La fécondation n'est que le début. Avant de pondre cet œuf, la mère dispose de moins de 24 heures pour protéger cette jeune vie vulnérable contre les éléments hostiles. L'embryon du manchot est sur le point d'être isolé au sein de l'une des plus remarquables structures de la nature. Les spirales, qui sillonnent les parois de l'oviducte, font tourner le vitellus et exudent un blanc visqueux, l'albumène. Cette couche d'albumène se développe pendant la descente de l'œuf.
L'albumène regorge de protéines qui vont permettre à l'embryon de croître. Des tortillons, appelés chalases, se forment dans l'albumène. Ils absorbent le mouvement tournant et maintiennent le vitellus en place, protégeant ainsi l'embryon. Une couche protectrice est maintenant indispensable. Une fine membrane se forme autour de l'albumène. Elle contient de la kératine, le principal constituant de nos cheveux, poils et ongles. Finalement, des cristaux de calcium, provenant des eaux de la mer, s'accumulent à la surface de la membrane et se soudent pour former une coquille rigide. 2 fois plus épaisse que la coquille d'un œuf de poule. Au moment où il est pondu, l'œuf mesure 12 cm de long. C'est une structure considérable, mais pas assez robuste pour résister au climat de l'Antarctique. Pour survivre, elle a besoin du dévouement sans bornes de ses parents. Entourée de glace, la mère doit utiliser son corps en guise de nid. Elle fait basculer l'œuf sur ses pattes et l'isole dans une poche spécialement conçue. Cette dernière lui permet de couver l'œuf à une température de 70 degrés plus élevée que la température extérieure. Mais il y a un inconvénient. Produire l'œuf a épuisé la mère. Elle doit retourner sur le rivage pour se nourrir, ce qui est totalement impossible avec un œuf en équilibre sur ses pattes. Alors instinctivement, le père intervient. Il possède lui aussi une poche couveuse et la volonté de s'en servir. Un quart des œufs sont perdus lors de cette manœuvre délicate et éprouvante. La mère repart ensuite vers l'océan pour s'alimenter, tandis que le mâle reste seul, solide comme un roc. Il est désormais le seul responsable du destin de l'œuf. Et très bientôt, son dévouement paternel sera durement mis à l'épreuve. Les déserts arides du centre de l'Australie. La plupart des mammifères vivant sur ce continent isolé sont des marsupiaux. Le plus grand d'entre eux est le kangourou roux, qui mesure 2 mètres de haut. Un caprice de la nature a voulu que les marsupiaux d'Australie aient une méthode unique de reproduction et d'embryogénèse. Tout comme le requin citron, les kangourous ont des partenaires multiples. Mais contrairement aux femelles requins qui ont aussi plusieurs ovules, les femelles kangourous n'en produisent qu'un. Il ne peut donc être fécondé que par un seul spermatozoïde. Être le premier n'est pas une garantie de succès. Des rivaux acharnés ne vont pas tarder à arriver. Les spermatozoïdes du kangourou éliminent la compétition en tendant un piège. Leur propre fluide séminal forme une espèce de bonde caoutchouteuse qui obture momentanément le passage vaginal. Le bouchon spongieux laisse se faufiler ses propres spermatozoïdes. Les biologistes pensent qu'il a pour fonction de bloquer le passage aux spermatozoïdes des prétendants venus ensuite. Pour ceux qui réussissent à le franchir, le trajet qui les attend de l'autre côté n'est pas pour autant des plus simples. La femelle kangourou est dotée de 3 vagins. Le passage vaginal se divise en 2, les obligeant à emprunter l'une ou l'autre des voies. Jusque-là, peu importe celle qu'ils choisissent, car les voies se rejoignent ensuite.
Mais un tout petit peu plus loin, le passage se divise de nouveau. Il est cette fois-ci crucial de choisir la bonne voie. Un seul passage mène jusqu'à l'ovule. Les spermatozoïdes ne commettent pas d'erreur. Des sécrétions chimiques les attirent du bon côté. À partir de là, c'est à celui qui ira le plus vite. Une fois fécondé, l'ovule du kangourou se dirige vers l'utérus de sa mère. Un ovule humain se développe dans le refuge de la matrice pendant 9 longs mois. Mais chez le kangourou, il n'y fait qu'un bref passage. La stratégie de reproduction de la guêpe parasite semble appartenir à un autre monde. Elle a même inspiré le film d'horreur Alien. Mais ces aliens-là vivent au fond de nos jardins. À l'instar du manchot, la guêpe doit pondre ses œufs. Mais contrairement au manchot, elle ne leur fournit aucun sac vitellin rempli de substances nutritives. Son plan est totalement différent. L'odeur de feuilles abîmées la guide vers une nichée de jeunes chenilles de la pierride du chou. Elles sont exactement ce dont elle a besoin. Ces chenilles sont sur le point de devenir ses utérus de substitution. Les minuscules chenilles tentent de mordre leur agresseur. Leur venin neurotoxique peut paralyser partiellement la guêpe. Mais cette dernière ne renonce pas pour autant. Cette bataille est cruciale pour la survie de son patrimoine génétique. Elle se rapproche et plante une aiguille creuse dans la peau de la chenille. Et pond ses œufs. L'espace vide entre la peau et les boyaux de la chenille est rempli d'un fluide extrêmement riche appelé hémolymphe. C'est l'environnement idéal pour ces œufs. Mais les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Leur invasion a déclenché le système immunitaire de la chenille. Les cellules immunitaires se rapprochent des œufs. Leur mission est d'engloutir et de détruire les intrus. Mais les œufs sont prêts pour cette rencontre. Ils sont protégés par une arme biologique faite maison. La guêpe parasite est la seule créature vivant sur Terre qui utilise un virus résidant dans son ADN. Le virus se reproduit dans les ovaires de la guêpe et recouvre les œufs au moment où ils sont pondus dans la victime. Tout comme le virus VIH du sida, celui de la guêpe désactive le système immunitaire de la chenille. Il infecte ses cellules immunitaires et leur ôte tout pouvoir. Les œufs s'en sortent indemnes. La guêpe injecte jusqu'à 30 œufs dans chaque chenille. Son antenne pouvant détecter celles qui ont déjà été imprégnées par d'autres guêpes, elle les laisse de côté. Chaque chenille imprégnée est désormais littéralement devenue un utérus de substitution.
Son développement à venir n'a plus rien à voir avec ses propres besoins, mais ceux des squatteurs qui ont pris possession de son organisme. Nos 4 embryons ont commencé leur métamorphose. D'une simple boule de cellules, ils vont devenir une créature dotée de nerfs et d'organes. La forme distinctive de chacun d'entre eux va bientôt apparaître. Mais alors qu'ils ont tout juste quelques millimètres de long, 3 de ces embryons illustrent une donnée fascinante. À ce stade-là, kangourous, manchots et requins ont une structure similaire. Un reflet de la forme de leur ancêtre commun. Le premier véritable vertébré. Une créature qui ressemblait à un poisson et qui vivait il y a 500 millions d'années. Cet animal préhistorique est l'aïeul de tous les êtres dotés d'une colonne vertébrale. Tous les poissons, reptiles, oiseaux et mammifères, y compris l'homme. Mais dorénavant, le patrimoine génétique de chacun d'entre eux va prendre le dessus. Leurs embryogénèses respectives vont prendre des directions uniques. Les choses sont sur le point de changer pour nos 4 embryons. Les embryons ont désormais effectué 1/10 de leur développement. Chez un embryon humain, c'est à ce stade-là que le cœur commence à battre. Pour en arriver là, il a fallu 5 semaines au requin citron, presque un mois au kangourou, 1 semaine au manchot et tout juste 2 jours à la guêpe. Dans la matrice de la femelle requin, il commence à y avoir un peu d'agitation. Voici l'un des 14 embryons. À ce stade, il n'est pas plus grand que le petit doigt. Son énorme poche vitelline l'abreuve constamment de nourriture. Des 3 vertébrés, c'est la structure du requin qui ressemble le plus à celle de son ancêtre. En fait, il lui reste de nombreuses caractéristiques archaïques. À l'instar de son aïeul préhistorique, le requin ne possède pas un seul os véritable. Son squelette élastique est formé de cartilage mou, dépourvu des minéraux qui auraient pu les durcir pour en faire des os. La souplesse est un avantage, car elle rend le requin plus flexible, ce qui lui permet d'être d'une grande agilité, l'un des secrets de ses exploits de chasseur. Le système sensoriel, utilisé par le requin pour détecter ses proies, commence aussi à poindre. Ces pores profonds, qui se forment sur son museau, sont des électrorécepteurs ultrasensibles, appelés ampoules de Lorenzini. Toutes les créatures produisent de l'électricité en se déplaçant, mais seulement de quelques milliardièmes de volts. Les ampoules de Lorenzini ont une telle puissance qu'elles permettent aux requins de mettre le cap sur ces minuscules signaux électriques générés par des victimes potentielles. Toute la tête du requin sera finalement grêlée de ces récepteurs. Ce ne sont pas les seuls capteurs exceptionnels qui se développent chez cet embryon. Les biologistes pensent que les origines du système auditif des requins remontent à près de 400 millions d'années. Pour entendre, il utilise ces fins tubes rosés, déjà visibles le long des flancs de l'embryon.
Ce sont les premiers éléments de son système latéral. Dans ces lignes sont en train de se développer des neuromastes, de minuscules cellules sensorielles ciliées baignant dans un gel épais. La moindre onde sonore dans les eaux avoisinantes provoque des secousses dans le gel et les neuromastes détectent les vibrations. Ces cils sont tellement sensibles qu'ils permettent aux adultes d'entendre non seulement les sons, mais aussi les mouvements. Les requins peuvent détecter les moindres ondes de pression dans l'eau, même celles produites par le battement d'une nageoire à des centaines de mètres de distance. Un grand avantage lorsqu'ils sont en quête d'une proie. Lorsqu'il aura atteint sa taille adulte, armé de ses capteurs ultra-sensibles, rien ne pourra échapper à l'attention de ce prédateur dans un rayon de 2 km. Mais pour l'instant, l'oxygène est le principal souci de cet embryon. Contrairement à un fœtus humain, un embryon de requin citron de 5 semaines n'est pas connecté à l'oxygène présent dans le sang de sa mère. Il doit en extraire du fluide dans lequel il baigne dans la matrice. Jusqu'à ce que l'embryon développe de véritables branchies, ces filaments semblables à des plumes vont tamiser le liquide pour en extraire suffisamment d'oxygène pour le maintenir en vie. Tandis que notre requin se développe dans la chaleur et la sécurité des entrailles de sa mère, notre embryon de manchot s'apprête à subir un hiver antarctique. Bloqué à des kilomètres de l'océan, le mâle n'a rien mangé depuis des semaines. Cette disette volontaire va continuer pendant encore 2 mois et lui coûter plus de la moitié de son poids. Mais sa persévérance porte déjà ses fruits. L'embryon de manchot a 6 jours. Il a déjà la taille d'un grain de raisin. Tout comme le requin citron, il puise sa nourriture de sa poche vitelline. Contrairement au requin, ses parents ne peuvent pas lui fournir d'oxygène. Alors il draine l'air lui-même, en transformant l'intérieur de sa coquille en poumon. Une partie de son cordon ombilical aboutit à la membrane attachée à l'intérieur de la coquille. Il se divise en un réseau complexe de minuscules vaisseaux sanguins. L'oxygène pénètre par de microscopiques trous de la coquille et est ensuite absorbé par le sang, ce qui permet de garder l'embryon en vie. Les manchots ont beaucoup évolué depuis que leur ancêtre a rampé sur la terre ferme il y a des millénaires. Mais certaines caractéristiques dissimulées gardent encore un léger écho de leur passé aquatique. Au plus profond de l'oreille en formation de l'embryon, croît une série de tubes délicats, à l'intérieur desquels de minuscules cils baignent dans un gel. Tout comme la ligne latérale du requin citron, ils sont aussi le fruit de l'évolution du système sensoriel de leur ancêtre aquatique. Chez le requin, le système ressent des ondes de pression et détecte les remous de l'eau. Chez le manchot, elle a produit l'oreille interne. Elle leur permet de détecter des modifications dans la pression de l'air, les ondes sonores. Elle sert aussi à l'équilibre du manchot, car au moindre mouvement, le gel circule dans le canal. Tous
les mammifères et les oiseaux possèdent différentes variantes de cette oreille interne. Des capteurs, conçus à l'origine pour permettre à leurs aïeux d'entendre dans l'eau, les empêchent maintenant de se casser la figure. Le sang qui circule dans l'organisme du manchot est différent de celui de la plupart des animaux terrestres. Il a été conçu pour une vie en haute mer. Les poissons et les calamars dont le manchot se nourrit vivent au fond de l'océan, ce qui l'oblige à plonger régulièrement à plus de 500 mètres de profondeur. Plonger à une telle profondeur implique que les manchots doivent rester sous l'eau pendant une vingtaine de minutes d'affilée. Un exploit impossible pour les êtres humains. Mais le sang du manchot est particulier. Les protéines de l'hémoglobine de son sang permettent à ses tissus de se charger de 2,5 fois plus d'oxygène que les humains. Une seule et profonde inspiration permet au sang du manchot de continuer à circuler dans ses muscles pendant son immersion. Avec un père dévoué qui lui fournit de la chaleur, un vitellus qui le nourrit et la membrane de sa coquille qui lui apporte de l'oxygène, notre embryon de manchot a jusqu'à présent très bien résisté au rude climat de l'Antarctique. Mais l'hiver ne fait que commencer. Pour la première fois, à tout juste 4 semaines, de nouvelles technologies vont nous ouvrir une formidable fenêtre sur la matrice d'un marsupial. Cet examen nous procure des images en 3 et 4 dimensions du stade de l'embryogénèse. On peut d'ores et déjà distinguer un œil, une tête, une queue et de minuscules membres antérieurs. L'embryon est roulé en boule dans l'utérus de sa mère et il est loin d'être totalement développé. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, cette minuscule créature s'apprête déjà à partir. Il est sur le point de se transférer de cet utérus interne jusqu'à la poche située à l'extérieur. À un moment donné de leur histoire, les marsupiaux ont fait un formidable bond dans l'évolution et se sont dotés d'une poche. Les biologistes ignorent encore pour quelle raison précise. Mais quelle que soit son origine, cette stratégie radicale oblige leur embryon à entreprendre un voyage héroïque. Cet embryon de kangourou de 4 semaines n'est qu'à quelques minutes de sa naissance. Il est à peine aussi grand qu'une dragée, mais il est déjà parfaitement équipé pour relever le défi qui l'attend. Le développement de certaines de ces structures s'est effectué à une vitesse grand V. Bien qu'il soit sourd, son oreille interne, seuil de l'équilibre, lui permet de faire la différence entre le haut et le bas. Bien qu'il soit aveugle, son museau est rempli de capteurs. Et bien que ses membres postérieurs ne soient encore que des moignons, ses antérieurs sont totalement opérationnels. Il a même des griffes. De la taille d'un embryon humain d'à peine 8 semaines, il possède déjà tout ce qui lui est indispensable. Équilibre, odorat et muscles minuscules pour entreprendre le plus grand voyage de sa vie. La venue au monde d'un kangourou a été très rarement filmée. Le minuscule nouveau-né ne va pas pouvoir survivre longtemps à l'extérieur, mais il est très bien préparé.
Utilisant son oreille interne pour garder son équilibre, son museau pour détecter son chemin et ses pattes avant pour se propulser, le minuscule kangourou en puissance fait une ascension précipitée. Les milliers de vaisseaux sanguins situés juste sous sa peau le font devenir rouge vif. Les biologistes pensent qu'il absorbe directement l'oxygène de l'air. Ses poumons sont encore trop atrophiés pour remplir cette tâche. Après 2 minutes de folle ascension, juste au moment où ses forces l'abandonnent, il atteint le bord de la poche. Il a parcouru la distance incroyable de 30 cm. Arrivé sain et sauf dans la poche, l'embryon se rue sur une tétine. Elle va devenir l'élément clé de sa nouvelle vie. En se dotant d'une poche, le kangourou a remplacé le cordon ombilical par une tétine. Au lieu de devoir sa nourriture au sang de sa mère, ce bébé kangourou va maintenant dépendre d'une alimentation constante de lait. Il s'installe pour téter. Et il ne cessera pas pendant les 6 mois à venir. Cette chenille est affamée. Il y a seulement 4 jours qu'elle a été attaquée par la guêpe et elle a déjà quadruplé de volume. Sous sa peau nichent plus de 20 larves de guêpes parasites, chacune plus petite qu'une tête d'épingle. Le corps de la chenille protège ces fragiles créatures du monde extérieur, tandis qu'elle se gorge de son sang riche en éléments nutritifs. Injecté avec les larves, le virus de la guêpe a fait du bon travail. En pénétrant dans le système hormonal de la chenille, il a provoqué l'atrophie de ses organes sexuels. La chenille a subi une castration chimique. Transformé en eunuque, l'insecte est devenu l'esclave des besoins de ses tyrans parasites. Mais néanmoins, les larves de la glomerata sont en danger. Elles ne sont pas les seuls parasites à avoir élu domicile dans cette chenille. Voici les larves d'une guêpe parasite rivale, la Cotesia rubecula. Les rubecula ne tolèrent aucune compétition. Les mandibules ont une seule raison d'être, détruire. Mais en l'occurrence, les glomerata vont avoir le dessus. Elles sont plus grosses et ont l'avantage du nombre. Elles ne sont pas dotées de puissantes mandibules, mais disposent d'une arme chimique redoutable. Les biologistes pensent qu'elles privent leurs rivales d'oxygène. Unissant leurs efforts, ces larves de glomerata ont réussi à conquérir leur utérus de substitution. Désormais, elles ont le corps de la chenille pour elles toutes seules. Toutes nos minuscules créatures sont maintenant entrées dans l'équivalent de leur 2e trimestre. Ce qui a demandé 3 mois aux requins, 10 semaines aux kangourous, seulement 3 semaines aux manchots et tout juste 7 jours à la guêpe. Gigotant contre la membrane de son sac, notre embryon de requin citron a atteint 20 cm.
Une silhouette puissante et hautement hydrodynamique commence à se dessiner. Son fameux aileron dorsal est déjà proéminent. De même que sa queue, source de la redoutable puissance du requin. Les ailerons latéraux vont contrôler et stabiliser le requin. Mais c'est la forme de sa queue qui va transformer sa puissance musculaire en accélération. Chez les poissons osseux, l'épine dorsale s'arrête avant le début de la queue. Mais l'épine cartilagineuse des requins se prolonge jusque dans la partie caudale. Ainsi, la puissance de chaque ondulation de ses muscles supérieurs se propage comme un coup de fouet jusqu'à l'extrémité de sa queue, la rendant 2 fois plus efficace que l'hélice d'un hors-bord. Un requin est semblable à un dirigeable. Il a besoin de l'équivalent d'un ballon pour contrecarrer la gravité, pouvoir flotter et nager à l'horizontale. L'embryon en développe déjà un, dans un endroit surprenant, son foie. Le foie produit une huile qui est plus légère que l'eau environnante. Elle soulève le poisson, tout comme l'hélium soulève un dirigeable. Notre foie représente moins d'un 50e de notre masse corporelle. Mais pour produire une quantité suffisante d'huile, le foie d'un requin doit être énorme. Il va grossir jusqu'à peser plus d'un 5e du poids total de l'animal. Au cours des dernières semaines, le museau du requin s'est allongé. Des narines se forment sur les côtés de la tête. Elles sont extrêmement sensibles. Les requins ont un odorat 10 000 fois plus développé que les humains. Ils peuvent détecter du sang dilué à 1 pour 25 millions, soit l'équivalent de quelques gouttes dans une piscine olympique. Lorsqu'un requin sent l'odeur du sang, son instinct de chasseur réagit immédiatement. Il bande ses muscles et accélère. Ses branchies se ferment automatiquement. En effet, la respiration peut générer des turbulences dans l'eau et lui faire perdre la piste de l'odeur. Il retient sa respiration tout en s'approchant. Son odorat permet à un requin de repérer une proie à plus de 5 km de distance. Pour l'instant, notre embryon ne peut pas chasser. Il a encore près de 9 mois de développement devant lui. Mais son sac vitellin touche bientôt à sa fin. Ce n'est maintenant rien de plus qu'une poche flasque. Un sac vitellin de courte durée est chose commune chez les grandes espèces de requins. C'est pourquoi ils ont mis au point toute une série de moyens de substitution. Chez le requin citron, la solution réside dans la transformation. Le sac vitellin épuisé va devenir un placenta. La poche devenue inutile se tasse contre la paroi de l'utérus. En quelques semaines, elle va s'y enchasser, déployant des vaisseaux sanguins qui vont se brancher sur le système circulatoire de la mère. Pendant les 2 derniers tiers de son développement, le requin citron est directement nourri par sa mère par l'intermédiaire d'un cordon ombilical. Exactement comme un fœtus humain. Son cousin, le requin taureau, a mis au point un moyen beaucoup plus extrême d'assurer sa pitance. Le cannibalisme embryonnaire. Lorsque sa poche vitelline se dessèche, l'embryon de requin taureau, à peine aussi long qu'un doigt humain, s'en remet à son instinct de chasseur et à sa dentition primitive.
Ce ne sont pas des dents de lait. Elles sont là pour tuer. Les requins-taureaux produisent 1 ou 2 embryons chaque jour. Lorsque les dents de l'aîné ont poussé, ils se mettent à chasser ses frères et sœurs. Bien qu'encore aveugle, l'embryon peut détecter sa fratrie plus jeune. Et avant qu'elle puisse constituer une menace, il doit passer à l'attaque. La matrice, autrefois bondée, est désormais le domaine réservé d'un seul embryon en vie. Et il a à sa disposition une grande réserve de nourriture. Il peut s'empiffrer de leur vitellin et de leurs restes. Dorénavant, la mère ne produira plus d'embryons. Toutes ses ressources seront mises au service de son unique rejeton. Ces images proviennent de l'utérus d'une femelle requin-taureau. La mère continue à produire des ovules non fécondés pour alimenter son embryon. Il continue à se développer et à grandir dans cette soupe à l'œuf, engloutissant les vitellins et les corps de ses infortunés frères et sœurs. Le cannibalisme embryonnaire du requin-taureau et la poche vitelline placenta du requin-citron ont une même raison d'être. Fournir à ces prédateurs en devenir une réserve de nourriture leur permettant de s'alimenter jusqu'au jour de leur naissance. Dans l'Antarctique, le soleil désormais se lève à peine plus haut que l'horizon. L'hiver s'installe. Notre œuf de manchot est enfoui au fond de la poche de son père. À l'intérieur, le poussin flotte dans l'albumène. Il se nourrit toujours du vitellin. À 3 semaines d'incubation, il a atteint la taille d'une prune. Au début du XXe siècle, les scientifiques espéraient que les manchots pourraient révéler le chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Il est vrai qu'à ce stade-là, il a de nombreuses caractéristiques reptiliennes. Mais des recherches plus récentes donnent à penser que les manchots descendent des oiseaux maritimes qui ont renoncé à voler et choisi de plonger il y a plus de 60 millions d'années. Comme chez la plupart des embryons d'oiseaux, les yeux du manchot sont globuleux. La vue joue un rôle crucial dans son aptitude pour la chasse, ainsi que les fines membranes qui se développent à la surface de ses yeux. Les yeux délicats des manchots pourraient être abîmés par les eaux glacées dans lesquelles ils chassent. Et ces membranes nictitantes agissent comme des lunettes de plongée. Elles glissent sur le globe oculaire pour le protéger. Le poussin semble avoir la chair de poule. Ce sont en fait ses futures plumes qui commencent à pointer. Après sa naissance, elles deviendront non seulement un excellent manteau d'hiver, mais aussi une très élégante combinaison de plongée. Le plumage d'un manchot doit le protéger des vents glaciaux de l'Antarctique,
mais aussi des eaux glacées de l'océan austral qui ne sont qu'à 1 degré au-dessus de zéro. Les manchots remédient à ce problème en ayant des plumes rigides, 4 fois plus denses que celles des autres oiseaux. À leur extrémité, les plumes sont tellement entrelacées qu'elles peuvent non seulement enfermer une couche d'air isolante, mais aussi empêcher l'eau de pénétrer. Leurs pennes sont tellement solides que cette couche imperméable peut résister à la pression des profondeurs marines. Cette isolation est tellement efficace que les manchots peuvent avoir trop chaud lorsqu'ils sortent de l'eau. Ils doivent envoyer du sang chaud vers leurs nageoires où la chaleur peut se dissiper. Dépourvus de plumes, leurs pieds sont en contact constant avec la glace. Étonnamment, ils ne sont jamais gelés. Un ingénieux mécanisme est en train de se développer dans les pattes de l'embryon, des échangeurs de chaleur. Les artères par lesquelles va circuler du sang chaud et frais poussent entrelacées avec les veines par lesquelles le sang froid va retourner vers le cœur. Les veines absorbent ainsi la chaleur des artères. Lorsque le sang chaud arrive dans les pieds, il est à une température légèrement au-dessous de zéro. Juste ce qu'il faut pour ne pas geler. Sans ce mécanisme, les manchots perdraient toute la chaleur de leur corps dans la glace en quelques minutes et succomberaient. Maintenant, les nageoires du poussin prennent leur forme définitive. Elles sont plus épaisses sur le devant qu'à l'arrière, comme les ailes d'un avion. Les nageoires des manchots sont l'exemple même d'une évolution à 360 degrés. Pendant des centaines de millions d'années, les ancêtres des manchots sont allés de la mer vers la terre et vers les airs. Leurs membres se sont transformés de nageoires en pattes et en ailes. Ensuite, leurs aïeux sont de nouveau retournés dans les océans et ont échangé leurs ailes contre des nageoires. Ce n'est donc pas une coïncidence que le résultat final ressemble aussi étonnamment aux nageoires de leurs ancêtres. La pression inexorable de la sélection naturelle les a ramenés à cette forme basique, car dans l'eau, un tel profil hydrodynamique émoussé est imbattable. Les eaux creux que possèdent la plupart des oiseaux seraient endommagées par le mode de vie aquatique des manchots. Exposés en plongée à des pressions de plus de 40 atmosphères, des os fins se fractureraient. Pour résister, le squelette d'un manchot doit être solide. Alors quand il arrive à 4 semaines, le poussin commence à manger sa coquille. Il commence par en absorber le calcium, minéral qui lui permet de durcir ses os. Peu à peu, la coquille s'affine, tandis que le calcium, qui provenait à l'origine des eaux de la mer, est transféré dans ceux de l'embryon. Les eaux de la mer est transféré dans ceux de l'embryon. Mais ce n'est pas le meilleur moment de l'année pour alléger son isolation thermique. Une tempête hivernale se déclenche. Le thermomètre descend au-dessous de moins 60 degrés. S'ils veulent survivre, manchots adultes et poussins dans leur coquille doivent réagir rapidement.
Les adultes, comme les embryons, ont mis au point des stratégies de sauvetage remarquables pour résister à de telles tempêtes. Les pères se tiennent chaud à tour de rôle en se plaçant en formation de tortue. On pourrait penser que ceux qui se trouvent à la lisière de la colonie ont le mauvais rôle. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, une rotation s'organise entre les manchots du bord et ceux du milieu. Ainsi, chacun d'entre eux peut profiter de la chaleur qui règne au centre. Le système de chauffage des œufs est encore plus extraordinaire. Une chute de seulement quelques degrés pourrait s'avérer fatale pour leur fragile cargaison. Mais même enfermé dans une épaisse coquille, l'embryon peut appeler à l'aide en envoyant des bulles. Lorsque la température chute dangereusement, les membranes qui enveloppent l'embryon dégagent des bulles d'oxyde nitrique. Elles s'élèvent et passent au travers de la paroi de la coquille. Des capteurs placés dans la poche du père détectent la présence du gaz. Alerté, son organisme répond en y envoyant un excédent de sang, ce qui fait monter la température. Une fois de plus, il a sauvé la vie de son petit. Tandis que les manchots luttent contre les vents polaires, la mère kangourou subit la chaleur torride de l'outback australien. Mais au fond de sa poche protectrice, le taux d'humidité qui entoure son petit est stable. Ces images, filmées à l'aide d'une caméra endoscopique, montrent l'embryon à 10 semaines. Il a tout juste la taille d'une souris. La tétine est bien calée dans sa bouche, elle s'est allongée et s'est assouplie au fur et à mesure que l'embryon a grandi. Le lait qu'il fournit est unique. Il change de composition chaque semaine pour subvenir à l'évolution des besoins du petit. En ce moment, il est pauvre en graisse et riche en sucres et vitamines qui facilitent le développement du cerveau et du système nerveux. Chez les kangourous, la plus grande partie du développement qui a lieu généralement in utero doit s'effectuer dans la poche. Cela fait déjà 6 semaines que l'embryon est sorti de la matrice et néanmoins, son cerveau et son système nerveux sont toujours en train de se développer. Pendant les 100 premiers jours de son séjour dans la poche, le cerveau est l'organe qui grossit le plus rapidement. À ce stade précoce, le minuscule kangourou est très vulnérable. Il peut mourir si sa mère est blessée ou si son lait se tarit. C'est pourquoi la nature a offert à la femelle kangourou une police d'assurance. Si elle perd son petit, elle en a un autre en réserve. Dès que son premier embryon s'est installé dans la poche, la mère s'accouple de nouveau, produisant un nouvel ovule fécondé. Mais le développement de cet embryon est interrompu. Il est stoppé par un signal hormonal généré par l'allaitement du petit dans la poche. Le corps de la mère le maintient en animation suspendue. Les biologistes appellent ce procédé diapause embryonnaire. S'il arrive quoi que ce soit au petit dans la poche, il cessera de téter et l'ovule fécondé reviendra à la vie et reprendra son embryogénèse interrompue. C'est cette production continue d'embryons qui donne aux kangourous les meilleures chances de survie dans l'environnement hostile de l'outback australien.
À 20 semaines, le petit est plus gros, bien qu'encore assez petit pour tenir dans la paume d'une main. La composition du lait a changé. Elle est plus riche en protéines, car il a maintenant pour mission de soutenir la croissance des tissus et des membres. Ce sont les clés de la réussite de cet animal. Sur de longues distances, un kangourou peut soutenir l'allure d'un cheval de course. Il peut atteindre la vitesse de 60 km/h et faire des bonds équivalents à la longueur de 2 voitures. Les pattes arrière du petit sont maintenant nettement plus grandes que ses membres antérieurs, autrefois puissants. D'énormes tendons d'Achille en tissu élastique fibreux se sont formés à l'arrière de ses pattes. Ce sont eux qui vont lui permettre de faire de tels bonds. Un kangourou peut sauter pendant de longues périodes, car ses tendons fonctionnent comme des ressorts. Chaque fois que ses pattes touchent le sol, les tendons s'étirent, absorbent et emmagasinent l'énergie de l'impact. Lorsque les tendons se contractent de nouveau, ils relâchent l'énergie emmagasinée et propulsent le bond suivant. Mais les muscles du kangourou doivent être irrigués par de grandes quantités de sang pour pouvoir effectuer de telles performances. Le cœur de ce petit est encore minuscule, mais il finira par grossir pour avoir la taille d'un cœur humain. De temps à autre, le petit a le hoquet. Les biologistes supposent que le réflexe du hoquet est peut-être un héritage des mammifères amphibiens dont ils descendent. Certains amphibiens peuvent choisir de respirer de l'air ou de l'eau. Lorsqu'ils utilisent leurs branchies, les muscles de leur gorge se contractent pour empêcher l'eau de les étouffer. En fait, ils respirent dans l'eau en hoquetant pour éviter de l'avaler. Certains scientifiques estiment que ce réflexe d'amphibien superflu existe toujours chez les mammifères actuels. Si quoi que ce soit déclenche le réflexe, l'animal a le hoquet. Les organes génitaux du kangourou ne se développent qu'après la naissance. Et quand ils se forment, ceux du mâle sont devant-derrière. Le scrotum est au-dessus du pénis. Et de plus, lorsqu'il est totalement développé, le pénis est en forme de S. La queue du kangourou lui donne un contrepoids indispensable quand il saute. À ce stade précoce, elle est courte et sèche. Mais elle aura finalement plus d'1 mètre de long et sera extrêmement forte. À petite vitesse, la force de la queue lui permet d'agir comme un membre supplémentaire. Elle permet de compenser les antérieurs relativement faibles du kangourou. Elle peut aussi s'avérer très pratique lors d'une bagarre. Les mâles se livrent régulièrement à des combats de boxe à cause des femelles. Ils se frappent avant tout avec leurs antérieurs. Mais quand ils se tiennent en équilibre sur leur queue, ils peuvent asséner des 2 pattes un coup à leur adversaire. En dessous de la ceinture, mais très efficace. Les combats de ce petit auront lieu dans un avenir lointain. En attendant, il ne peut boxer que dans ses rêves. Notre chenille
chenille parasitée a passé les 12 derniers jours à se gaver. Elle a maintenant l'air sérieusement obèse. Mais ce n'est pas que de la graisse. Les larves de la glomerata se trouvent juste sous sa peau. Elles ont chacune la taille d'un grain de riz, mais à elles toutes, elles représentent plus d'un tiers du poids de la chenille. Les larves n'ont pas encore fini leur croissance et doivent maintenir leur nourrice en vie. Alors, bien qu'elles se gorgent du sang de la chenille, elles font bien attention à ne toucher aucun de ses organes vitaux. Cette trêve ne va pas durer. En quelques jours, les larves ont atteint leur maturité. Brusquement, elles passent à l'action. Depuis 2 semaines, cet utérus de substitution les a protégées. Mais dorénavant, il n'a plus aucune utilité pour elles. Pour accomplir la prochaine étape de leur cycle de vie, elles doivent s'évader. La peau épaisse de la chenille devrait constituer une solide barrière pour les larves de guêpes parasites. Mais tandis que leur corps se développait, il s'est agrémenté de minuscules dents aiguisées. Ces crocs effilés n'ont qu'une seule utilité: se frayer un chemin pour sortir. Bouchée après bouchée, la larve se fraye un passage à travers les épaisses couches de peau. Chemin faisant, elle libère un produit chimique qui paralyse la chenille. Cette dernière ne peut lui opposer aucune résistance. Enfin libres, les larves entament une nouvelle phase de développement. Elles se tissent rapidement des cocons de soie. Ils vont leur fournir l'environnement idéal pour leur ultime métamorphose. Paradoxalement, l'un des plus grands dangers auxquels elles vont être exposées dans leur cocon, c'est d'être elles-mêmes imprégnées par une autre espèce de guêpe parasite. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est la chenille blessée qui va leur venir en aide. Généralement, une chenille tisse elle aussi une étoffe de soie pour faire son propre cocon. Mais la chenille parasitée tisse son étoffe au-dessus des cocons des larves, leur donnant ainsi une protection supplémentaire. Les scientifiques estiment que le virus de guêpe, qui l'a infecté quelques semaines plus tôt, a désormais envahi le cerveau de la chenille et provoqué cette étrange altération de son comportement. Étonnamment, l'agressivité naturelle de la chenille est elle aussi exploitée par le virus de guêpe. La chenille devient une espèce de garde du corps qui protège activement les cocons de ses parasites. Elle va constamment veiller sur eux jusqu'à ce qu'elles finissent par mourir de faim. Les embryogénèses de nos 4 petits touchent bientôt à leur fin. Les gènes du développement mettent leur touche finale. Fourrure, plumes, crocs et griffes doivent encore pousser pour fournir aux jeunes créatures l'équipement qui leur sera indispensable pour survivre dans le monde extérieur.
Notre femelle requin citron est enceinte depuis plus de 50 semaines. Une équipe de biologistes marins l'a capturée. Ils pratiquent une grande première, une échographie d'un requin sauvage. Malgré les interférences provoquées par l'eau, l'examen réussit à générer une image en 2 dimensions, révélant ce qui se passe dans sa matrice. L'échographie révèle une intense activité. Il s'agit là d'un seul de ces rejetons. Elle porte 14 de ces turbulents petits. Il représente maintenant 1/5 de son poids. Après avoir passé près d'1 an dans le ventre de sa mère, ce petit requin mesure 50 cm de long. La pigmentation commence à foncer sa peau et ses yeux, semblables à ceux des chats, commencent à voir. Les requins ont l'une des meilleures vues de toute la faune maritime. Dans cette lumière diffuse, toute aide est la bienvenue. Contrairement aux poissons osseux, le requin possède des iris, lui permettant de doser la quantité de lumière qui atteint sa rétine. Et comme chez le chat, le fond de sa rétine est recouvert d'une substance réfléchissante qui intensifie la lumière. Ses yeux donnent au requin une vision nocturne inestimable pour un prédateur. Le petit va tout d'abord se servir de sa vue exceptionnelle pour détecter les dangers. Même le meilleur des prédateurs est vulnérable lorsqu'il n'est encore qu'un nouveau-né. Pour se protéger, il s'équipe d'une armure. Sa peau commence à se couvrir de minuscules écailles tranchantes comme des lames de rasoir. Ces écailles apparaissent sur tout son corps. Leurs extrémités sont effilées comme des aiguilles, ce qui donne au requin une peau particulièrement rugueuse. Cette texture semblable à du papier de verre ne se contente pas de protéger l'animal. Elle lui permet aussi d'être plus rapide. Les aiguilles emprisonnent une fine couche d'eau autour de son corps. Lorsque le requin se déplace, cette couche d'eau réduit considérablement sa résistance et lui permet de nager plus vite. L'effet est tellement impressionnant que l'idée a été reprise dans la conception des sous-marins de dernière génération. Les dents du requin, elles aussi, sont en train de se développer. Elles sont encore dissimulées dans sa gencive, sous de fines membranes, mais elles vont bientôt devenir son arme la plus terrifiante. Les dents de requin sont d'une efficacité redoutable. Mais le requin les utilise avec une telle violence qu'elles s'usent rapidement. Au bout de moins d'1 semaine de chasse, toute sa denture est émoussée ou tombe. La seule solution pour le requin est de les remplacer régulièrement. Ce qui est possible, car les dents de requin se forment comme des écailles. Ces dents sont une variante plus grande, plus tranchante et plus dure des minuscules écailles qui recouvrent son corps. Tout comme de nouveaux cheveux poussent continuellement sur notre tête, de nouvelles dents poussent continuellement dans sa gueule. Quelle que soit la quantité qu'il perd, il en aura toujours. Dents et écailles achèvent le développement du requin. Armé et blindé, ce petit est désormais prêt à venir au monde.
année, la grossesse de cette femelle requin-citron atteint son apogée. Ces petits ont effectué un incroyable périple. Lors de leur embryogénèse, ils ont produit des filaments pour éviter l'asphyxie et transformé leur sac vitellin en placenta pour éviter de mourir de faim. Cette remarquable épopée a engendré des créatures totalement indépendantes et prêtes au combat, une redoutable combinaison de vitesse, d'agilité et de sens exceptionnellement développés. La mer se dirige vers la relative sécurité des eaux peu profondes. Ces petits commencent à s'agiter violemment, déchirant la membrane qui les enveloppe. Une hormone déclenchant la mise à bas est libérée. Soudain, une queue surgit. Le nouveau-né rompt son cordon ombilical et s'éloigne en nageant, respirant de l'eau par ses branchies pour la première fois. Bientôt, un second petit de 50 cm fait son apparition. Les 14 bébés requins vont naître en l'espace de quelques heures. En temps normal, leur mère se jetterait sur des poissons de cette taille-là. Mais elle reste imperturbable. Elle est sous l'effet tranquillisant d'une hormone spéciale. Pendant les quelques années à venir, les jeunes requins devront rester dans les eaux peu profondes. Il leur faudra près de 12 ans pour atteindre les 2 mètres de leur taille adulte. Mais ils sont indépendants dès leur venue au monde. Leur instinct de chasseur est totalement opérationnel. Ils peuvent subvenir à leurs besoins. Le manchot empereur couve son œuf depuis plus de 60 jours. L'œuf ressemble en tout point à ce qu'il était il y a 2 mois. Mais à l'intérieur, la métamorphose est totale. L'IRM d'un œuf de manchot révèle l'ampleur de la transformation. Si on ôte la coquille, on se trouve face à ce qui ressemble à un morceau compact. C'est en fait le manchot. Il est tellement roulé en boule que sa tête et son bec se distinguent à peine écrasés contre son corps. Il n'y a aucune place perdue. La coquille gêne désormais la croissance du poussin. Dans l'Antarctique, notre poussin manchot a exactement le même problème. Il a tellement grandi qu'il peut à peine remuer. Il a absorbé presque tout le liquide de l'œuf qui a été remplacé par de l'air qui s'est infiltré dans la coquille. C'est dans cette atmosphère épaisse et humide que le poussin utilise pour la première fois ses poumons. Son corps est recouvert de plumes duveteuses.
Les plumes n'ont aucune ressemblance avec les écailles du requin, mais elles sont en fait apparentées. Les biologistes estiment que la structure sous-cutanée, qui génère les écailles des poissons et des reptiles, a muté chez les oiseaux pour donner des plumes. Pour l'instant, son plumage est uniquement noir et blanc. Il ne possède pas encore les taches oranges de l'adulte. C'est parce que le poussin n'a pas encore fait son premier repas de krill. Ces petites crevettes roses sont l'un des aliments du manchot adulte. Elles contiennent un pigment orange qui colore ses plumes. Ce n'est que lorsqu'il aura fait preuve de ses qualités de pêcheur en se régalant de krill que le jeune manchot obtiendra ses taches distinctives. Le poussin n'est plus qu'à quelques jours de sa venue au monde. Le moment est venu de faire ses ultimes préparatifs pour la vie au grand air. En prévision des périodes de vaches maigres qui l'attendent, il prépare son casse-croûte. Le sac vitellin qu'il a nourri pendant 60 jours est réduit à presque rien, mais contient encore des éléments nutritifs vitaux qui ne peuvent être gaspillés. Petit à petit, à l'aide de légères contractions, le poussin ingère le sac. En l'espace de 2-3 jours, le sac est complètement absorbé. Il est toujours relié à l'intestin du poussin, mais il est désormais devenu une extension provisoire de ses entrailles. Pendant ses premiers jours hors de sa coquille, le sac va fournir au poussin une subsistance cruciale. Notre poussin manchot empereur vient de passer 2 mois dans un œuf balancé au-dessus de la glace. Mais en s'adaptant au froid, et grâce aux soins de son père, il est devenu un oiseau unique et remarquable. Au 64e jour, l'heure de l'éclosion a enfin sonné. À l'étroit dans sa coquille, le poussin commence à se frayer un chemin vers l'extérieur. Briser la robuste coquille n'est pas une mince affaire, mais le poussin a tous les outils qu'il faut pour ça. Son cou est gonflé par des muscles provisoires qui lui donnent un surcroît de force. La force de chaque coup de bec est concentrée dans une minuscule dent spécialement conçue à cet effet. Enfin une percée. Le père ressent les coups donnés par le poussin. Il l'encourage de la voix. Il lui a fallu 3 jours pour s'extraire complètement. Finalement, le petit manchot émerge à l'air libre pour la première fois. C'est la fin d'un long périple, mais un autre commence. Les parents doivent maintenant nourrir leur poussin pendant 5 mois. La faim sera un problème constant. Le sac vitellin que le petit a ingurgité ne va durer que quelques jours, et son père affamé ne peut offrir au nouveau-né qu'une bouchée de fluide nutritif fabriqué dans sa gorge.
Le poussin n'est sauvé de la famine que par l'extraordinaire ponctualité de sa mère. Après avoir passé 2 mois au bord de l'océan, elle revient avec l'estomac rempli de poissons. Pendant quelques mois, les parents gardent et nourrissent leurs petits à tour de rôle, pendant que l'autre va pêcher dans l'océan. Le jeune manchot reste totalement dépendant d'eux jusqu'au printemps. Ensuite, il mue et perd son duvet infantile pour un véritable plumage adulte imperméable. Il est enfin prêt pour son premier plongeon. Dorénavant, il va pouvoir chasser pour subvenir à ses besoins et commencer sa vie d'adulte. Notre bébé kangourou est lui aussi prêt pour la vie au grand air. Après 5 mois de développement, il a maintenant la taille d'un écureuil. Ses yeux se sont enfin ouverts et il commence à appréhender le monde, bien qu'il soit toujours fermement attaché à la tétine. Ses principaux organes et structures sont achevés. Le lait a une composition pauvre en sucre et riche en graisse. Le moment est venu de prendre du poids. Le lait est aussi riche en soufre, chargé d'acides aminés. Le soufre est un ingrédient clé pour les moustaches qui poussent sur son nez et la fourrure qui commence à recouvrir son corps. Les moustaches rigides sont inertes. Mais la racine de chacun des poils est reliée à un réseau de plus de 200 terminaisons nerveuses. Ce qui permet aux moustaches de fonctionner comme des doigts ultrasensibles. Elles aideront le jeune kangourou à chercher sa nourriture, mais aussi à détecter les moindres vibrations de l'air. Il pourra donc pressentir les dangers avant qu'il ne soit trop tard. Pendant la dernière étape de l'embryogénèse, l'univers du petit kangourou se remplit de sons. Ses énormes oreilles externes de lapin se sont maintenant séparées du crâne et ont commencé à fonctionner. Elles peuvent tout entendre, des lourds battements de cœur de sa mère, aux appels des oiseaux dans le ciel. Comme tous les mammifères et les reptiles, le kangourou entend grâce à des os qui faisaient à l'origine partie de sa mâchoire. Chez ses ancêtres préhistoriques aquatiques, l'oreille interne profonde détectait facilement les vibrations de l'eau, car cet élément est un bon conducteur sonore. L'air, quant à lui, n'est pas un bon conducteur. Les animaux terrestres ont donc besoin d'un amplificateur. Les os, qui à l'origine soutenaient la mâchoire, ont rétréci et se sont repositionnés pour créer l'oreille moyenne. Ces osselets n'ont que quelques millimètres de long. Ils forment un ensemble de leviers qui concentrent et amplifient les vibrations de l'air. Le son ainsi augmenté atteint l'oreille interne. Vers 6 mois, le petit a mûri et il n'est plus accroché à la tétine. Il se nourrit uniquement lorsqu'il le veut. Physiquement indépendant de sa mère, il peut désormais tirer parti de sa liberté. Dans une explosion d'activité, il commence à donner des coups de pied et à repousser la paroi qui l'enferme. La poche est généralement bien close. Mais lorsque la mère sent son petit s'agiter, elle relâche les muscles qui enferment l'entrée. Et le bébé kangourou prend le chemin du monde extérieur.
Après avoir passé près de 6 mois bien bordé au fond de la poche, le petit kangourou contemple pour la première fois les grands espaces. Un coup d'œil suffira pour aujourd'hui. Mais dans 12 semaines, il sortira pour de bon. Depuis qu'il a rampé hors de l'utérus de sa mère moins d'1 mois après sa conception, un régime à base de l'extraordinaire lait marsupial lui a permis d'achever son développement à l'intérieur de la poche et de devenir l'un des animaux les plus symboliques de notre planète. Cette poche ingénieuse a un avantage supplémentaire. Au cours des 3 derniers mois, le bébé kangourou va passer son temps à entrer et sortir de son refuge protecteur. Lorsque sa mère le libérera finalement pour de bon, il aura des sens aigus pour détecter les dangers et des membres puissants pour prendre la fuite. Son séjour dans la poche l'aura parfaitement préparé à la vie qui l'attend. Le développement de nos larves de guêpes parasites touche lui aussi à sa fin. Elles ont perdu leur chenille garde du corps. Elles n'ont plus besoin de sa protection. Tout au fond de leur cocon, elles ont entamé leur métamorphose, une transformation intégrale. Jusqu'à ce jour, des poches de cellules adultes dormantes sont restées enfouies dans les larves. Elles prennent enfin vie. Dans une extraordinaire explosion finale, yeux, pattes, antennes et même ailes repliées font leur apparition. La peau molle et spongieuse des larves est remplacée par un exosquelette rigide. La guêpe est désormais prête pour son ultime grande évasion. Ces mandibules toutes récentes vont pouvoir entrer en action. Les utilisant comme des ciseaux, elles coupent les différentes couches de soie. Tout le tas de cocon va se vider en l'espace de quelques heures. Ces guêpes sortent entièrement développées. Leur taille ne changera plus. Dès que leurs ailes sont irriguées de sang, elles peuvent prendre leur envol et se mettre très bientôt en quête de chenilles fraîches. Des attaques violentes et des armes biologiques ont été pour la guêpe les clés de son exploitation du corps d'une autre créature vivante. Cette stratégie parasitaire agressive lui a permis de passer de l'état d'œuf à celui de guêpe adulte. Un exemple suprême de l'ingéniosité impitoyable de la nature. Contrairement à celle des 3 autres créatures, la vie de nos guêpes ne commence pas. Elle est presque finie. Elles passent plus de la moitié de leur courte vie à se développer. Une fois adultes, elles ne disposent que de quelques semaines de vie. Juste le temps de s'accoupler, dénicher un utérus de substitution et recommencer de nouveau leur cycle parasitaire. Poissons, oiseaux, insectes ou mammifères, tous ont une étonnante histoire à raconter. Celle de leur vie avant leur naissance. Les choses de la nature sont parfois source d'inspiration, parfois brutales, mais toujours remarquables. De
de simples pelotes de cellules ont effectué un extraordinaire périple et se sont transformées en créatures exceptionnelles. Une nouvelle génération a survécu pour affronter le monde. Et toutes ces créatures sont maintenant prêtes pour leur prochaine grande aventure, celle de la vie.